Excellency. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce premier débat de haut niveau du Forum public de 2024. Je suis Javier Gutiérrez, conseiller en relations extérieures à l'OMC et chef d'équipe au Forum public. Le Forum public 2024 est une invitation à agir, une invitation à réfléchir à la mondialisation, à la repenser pour qu'elle ne laisse personne sur le bas-côté. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter cette discussion préparée par l'Institut Peterson pour l'économie internationale et qui va se concentrer sur l'un des principaux défis pour le système commercial multilatéral, à savoir la manière dont nous appréhendons la géopolitique. Lors du lancement de la publication phare de l'OMC, le rapport sur le commerce dans le monde, nous avons entendu notre économiste en chef nous parler des liens entre commerce et inclusion, et ce pour toutes les économies. Et maintenant, nous avons un panel d'éminentes personnalités qui vont nous dire comment est-ce que le commerce peut être source d'opportunités d'emploi en dépit des tensions géopolitiques. Nous espérons que cette discussion résonnera au-delà du centre William Rappard, ici à Genève, et que ce sera source d'inspiration. Nous allons voir comment la remondialisation peut nous amener à un commerce meilleur pour un monde meilleur. Madame la directrice générale, Madame Okonjo-Iweala, la parole est à vous. Thank you, Javier. Je vous remercie, Javier. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Javier qui fait en sorte que ce forum fonctionne au mieux, lui et son équipe. Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue. J'espère que ce sera là l'une des discussions la plus inspirante de la semaine. Je m'attendais à ce que la salle soit comble, ce qui est le cas. Réunir un panel de ce type, c'est assez inhabituel. Là, nous avons la crème de la crème pour ce qui est du commerce. Et là, je vous parle sans embâge. Je pense que là, vous allez avoir le meilleur. Et je remercie l'Institut Peterson, car c'est une première pour nous. C'est la première fois que nous avons une entité de ce type au forum. Nous remercions Adam Posen qui préside le PIIE et qui n'a ménagé aucun effort pour rassembler ce panel. Richard, notre modérateur, je souhaite la bienvenue à tous les intervenants et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Institut de Peterson, c'est une institution de recherche de Washington à but non lucratif, non partisane, qui vise le bien-être dans l'économie mondiale, et ce par le biais d'analyses et de solutions pratiques. Lorsque nous avons cet institut Peterson, eh bien, nous voyons qu'il occupe toujours la première place ou qu'il n'en est jamais loin. Nous avons des experts de l'Institut Peterson qui nous donnent des informations, des analyses qui font fond sur des données pour comprendre ce qui se passe et pour mieux savoir ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ce sont des analyses qui sont objectives et j'espère que nous pouvons travailler de la même manière ici à l'OMC, parce que nous avons ce scepticisme vis-à-vis du commerce. Mais nous avons l'Institut Peterson qui milite pour des marchés ouverts, qui milite pour une coopération internationale à l'OMC. L'Institut Peterson permet d'éclairer le débat, et ce, avant même que cela ne devienne en vogue. En 1997, nous avons eu une monographie à ce sujet.
Mais aujourd'hui, nous parlons de géopolitique. Évidemment, cela fait les gros titres, mais rien de nouveau à cela. Nous pouvons revenir au tout début et penser aussi à l'avenir. Comment utiliser au mieux les institutions multilatérales pour obtenir des résultats positifs qui puissent nous rallier ce soutien, comme cela a été dit récemment. Donc, moi, cet institut me tient à cœur. J'utilise souvent les données qu'ils produisent. Je connais les intervenants. Annabelle, notre ancienne directrice générale adjointe, nous avons d'anciens qui reviennent vers nous. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et Maria, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, attention, Marie plutôt, eh bien, vous ratez quelque chose, mais je m'en tiens là et je donne sans plus attendre la parole à notre modérateur. Merci. We were instructed what to do with the micro. Alors, on nous a bien expliqué ce qu'il fallait faire avec le microphone, mais j'ai tout oublié. Alors, beaucoup de personnes pensent que le commerce, ça veut dire qu'il faut démondialiser. Mais non, nous avons un commerce qui évolue et c'est bien ce qui se passe à l'OMC, justement. Nous avons de nombreuses personnes qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe au sein de cette maison et qui pourraient penser que l'OMC est moribonde. Mais non, l'OMC évolue, l'OMC s'adapte au monde qui, lui, change. Nous avons là un panel avec d'éminents intervenants. Je vais les présenter et nous allons parler de démondialisation ou de remondialisation dans un monde géopolitisé. Alors, Annabelle González, vice-présidente à la Banque interaméricaine de développement. Zheshun Yi, ancien directeur général adjoint à l'OMC et ambassadeur de Chine. Nous avons Cecilia Malmström, Adam Posen, qui est le président du PIIE et qui s'occupait de politique monétaire. Ensuite, nous avons Mary Pangestu de l'Indonésie, ancienne ministre du Commerce. Bref, des gens extrêmement expérimentés qui se retrouvaient de l'autre côté de la table. Mais là, je suis l'ordre. Annabelle, 6 minutes, c'est à vous. Merci, Richard. Madame la directrice générale, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec ces intervenants. L'OMC, c'est ma maison et je suis ravie d'être là. Opportunité, c'est ce que disait Peter Sutherland, premier directeur général de l'OMC, pour un nouveau cadre. Et c'était en 1984. Il faisait référence à des opportunités pour le commerce, la croissance économique, l'emploi, pour le développement durable. Et il disait que l'opportunité la plus importante en 50 ans, c'est de mettre en place cette coopération internationale. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons l'OMC, ces règles qui permettent d'avoir de nouveaux outils pour relever les défis tels que le changement climatique. Mais nous avons de fortes tensions aussi. Et puis nous avons la géopolitique et l'interdépendance. Nous avons des principes fondamentaux, des principes de gouvernance. Parfois, il est difficile d'arriver à la convergence, et surtout pour ceux qui sont en périphérie, que l'on parle de personnes, d'entreprises ou de pays. 30 ans après la genèse de l'organisation, il faut faire le point et revenir aux sources
pour avoir cette inspiration et pour induire cette remondialisation, pour qu'elle soit plus enthousiasmante et plus inspirante. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés ou de s'auto-congratuler. Il faut se soucier des politiques commerciales qui peuvent catalyser le développement. Ensuite, il faut tenir compte des préoccupations de sécurité nationale et il faut s'engager à réinstaurer la confiance pour que le livre des règles réponde aux besoins et aux préoccupations. Premièrement, faire en sorte que les politiques commerciales permettent la croissance. Aujourd'hui, les politiques commerciales sont trop souvent utilisées pour atteindre des objectifs nationaux, même si ceux-ci peuvent être louables. On abuse parfois des subventions ou des droits de douane à des fins géopolitiques ou pour asseoir une suprématie. Or, nous savons que rendre le commerce plus difficile ne nous aide en rien. Et souvent, ce sont les consommateurs, c'est-à-dire les plus vulnérables, qui en payent le prix. Et l'Institut Peterson l'a bien démontré. Ensuite, ceux qui sont victimes des mesures qui sont prises vont répliquer. Nous savons aussi que ces 30 dernières années, le commerce a toujours induit la croissance économique, et notamment dans de nombreux pays en développement. Mais nous avons des tensions, des incertitudes qui freinent cette expansion du commerce. Si en 1984, on pouvait avoir certaines attentes, maintenant, nous savons qu'il est possible d'utiliser les politiques commerciales à certaines fins, mais l'important, c'est d'avoir de la certitude pour le système commercial. Deuxièmement, avoir ce point d'équilibre avec les considérations de sécurité nationale, parce que nous avons des technologies qui peuvent être disruptives et un souci légitime de la part des gouvernements. Alors, si on a cette définition de commerce à effet perturbateur, eh bien, nous savons que si nous en avons davantage pour la sécurité nationale, ensuite, il est plus difficile de se concentrer sur l'essentiel pour la politique étrangère. Étant donné le rôle de l'OMC, étant donné qu'il faut essayer d'apaiser les tensions, il faut justement ce point d'équilibre. Il faut donc des outils pragmatiques qui permettent davantage de transparence et de compréhension mutuelle pour bien comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de tout cela. Et ensuite, faire en sorte que l'OMC soit adaptée au monde d'aujourd'hui pour qu'elle reste efficace. Et nous l'avons déjà fait, ce travail. Tout d'abord, parler des mesures sources de distorsion au commerce en tant que véritable sujet, même si des mesures différentes sont nécessaires pour différents systèmes économiques. Deuxièmement, accroître la souplesse dans la manière dont fonctionne l'OMC en facilitant des négociations entre groupes de pays au sein des accords plurilatéraux. L'OMC, c'est comme un immeuble très haut. Il faut que la structure soit souple pour pouvoir résister aussi bien aux tremblements de terre qu'aux tempêtes. Et puis, autre chose, une réforme qui est importante, ce serait promouvoir les initiatives qui favorisent la croissance, plus particulièrement pour les pays en développement, en accentuant le côté écologique, numérique et inclusif du commerce. Et puis, pour terminer, le système de règlement des différends à l'OMC doit être remis sur pied et fonctionner pleinement. Pour conclure, Richard, je dirais que sous Peter Sutherland, l'OMC est devenue une plateforme d'opportunités. 30 ans plus tard, sous la houlette de Mme Ngozi Iweala, l'OMC doit opérer le tournant pour devenir une nouvelle source d'occasion à saisir en faveur de la remondialisation, une remondialisation qui doit profiter à davantage de personnes, davantage d'entreprises et davantage de nations, en ne laissant personne de côté. Merci.
Donc les 3 R, réunir, redimensionner et réformer. Xiao Xiao, 6 minutes, c'est à votre tour. Merci, Richard. Je remercie également l'Institut Peterson et l'OMC d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à cette manifestation, puisque tout comme Annabelle, moi aussi, je suis de retour à la maison ici. Je suis tout à fait d'accord sur l'angle d'attaque qui nous a été proposé pour cette discussion d'aujourd'hui, à savoir regarder plus loin que le bout de son nez, au-delà des tensions géopolitiques. En fait, la majorité silencieuse des membres de l'OMC souhaite accroître les échanges commerciaux. Ils souhaitent accélérer la croissance et améliorer le système fondé sur des règles. Je voudrais vous proposer 3 observations à l'appui de cette thèse. Tout d'abord, les États-Unis et d'autres grandes économies ne sont plus les seuls à la tête du système commercial mondial. Elles ne dominent plus, car les économies en développement ont connu une croissance fulgurante ces 10 dernières années ou ces dernières décennies, ce qui fait que les pôles économiques sont beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Et c'est une tendance qui va continuer à s'accentuer. Or, si les économies de plus grande taille prennent la voie de la compétition géopolitique ou sont réticentes à participer à la suite de la libéralisation des échanges, eh bien, on peut se demander au nom de quoi les autres membres de l'OMC, qui sont au nombre de plus de 100, devraient mettre sur pause leurs propres velléités, leurs propres intérêts. Ils ont toutes les raisons de vouloir continuer à travailler avec d'autres partenaires, négocier de nouveaux accords et élargir encore leurs débouchés commerciaux. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Les petites et moyennes économies sont beaucoup plus dépendantes des échanges commerciaux que les grandes économies. Or, ces pays-là ont beaucoup plus intérêt à maintenir le bon fonctionnement d'un système commercial mondial fondé sur des règles. La taille des économies des États-Unis et de l'Union européenne fait de ces économies des économies autosuffisantes, beaucoup plus que les autres. Mais pour les plus petites économies, beaucoup moins diversifiées, comme Singapour ou les Émirats arabes unis, le fait de garder ouvertes les voies commerciales, c'est une condition sine qua non. Ce n'est pas simplement une possibilité. Les relations commerciales sont aujourd'hui mondiales entre l'Occident, l'Orient, le Nord, le Sud. Elles sont fondées sur un ordre économique fondé sur des règles et d'aucuns il n'est pas question de revenir à un ordre fondé sur les relations de pouvoir. Beaucoup de personnes estiment que l'OMC s'effrite, s'affaiblit, s'effrite en différents blocs rivaux et qu'il faudrait choisir son camp. Ils essayent pourtant d'essayer de s'y retrouver dans la nouvelle donne géopolitique en faisant du commerce avec les différents acteurs. Ma troisième observation me permet de prouver encore une fois pourquoi le commerce mondial fonctionne et pourquoi le protectionnisme et le nationalisme économique qui découple les économies est une mauvaise idée. Pour la grande majorité de ceux qui sont au milieu de l'échelle et qui disposent aujourd'hui de plus de possibilités, eh bien, le fait de pouvoir se tourner vers de nouveaux marchés et d'embrasser de nouvelles possibilités, de faire avancer les réformes, de se doter de nouvelles règles de droit pour parvenir à des économies plus écologiques avec plus de commerce des services en faveur de la croissance et du développement, il n'y a aucun intérêt à aller sur cette voie. Nous avons déjà constaté des initiatives à l'OMC avec l'ouverture des initiatives plurilatérales, des initiatives conjointes dans le domaine des investissements, du commerce électronique et des services. Cela montre un dynamisme extraordinaire et ces initiatives ont connu une expansion rapide et des progrès considérables sur ces dernières années, ce qui prouve concrètement que la plupart des pays considèrent toujours qu'il y a économiquement tout avantage à coopérer, alors que rester sur le bord du chemin serait lourd de conséquences.
Créer une dynamique en faveur d'une OMC axée sur la croissance serait le meilleur antidote à la fragmentation. Pour résumer, la crise géopolitique actuelle pourrait souffler la fin de ce système multilatéral ou alors servir de piqûre de rappel et renouveler cette vision en faveur de la remondialisation et favoriser un monde, une OMC plus souple, multipolaire et à plusieurs vitesses. Thank you very much for that, Minister Yi. Thank you very much for that, Shishong. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, il y a deux mots à la mode. On a l'habitude de parler de majorité silencieuse et de ceux qui sont dans le milieu de l'échelle et qui avaient commencé à bien s'en sortir et qui sont finalement ceux qui sont les plus lésés par cette nouvelle donne. Alors, j'ai maintenant sur ma liste Madame Cecilia Malmström à qui je donne la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Et pour moi aussi, c'est un plaisir d'être de retour ici. Cette semaine, à Bruxelles et dans de nombreuses capitales de l'Union européenne, peut-être ailleurs aussi, l'on attend avec impatience de savoir qui sera le prochain commissaire au commerce. On espère que cette annonce interviendra demain, lorsqu'Ursula von der Leyen, nouvellement élue à la tête de la Commission européenne, l'annoncera. Il y aura d'autres nominations, mais le commerce extérieur est très important. Et ce sera décisif indépendamment de la personne nommée à ce poste, parce que cette personne devra s'y retrouver entre différentes préoccupations. D'abord, garder le marché ouvert, et puis des pressions qui tendent à défendre l'idée d'une autonomie stratégique de l'Union européenne, sans compter les défis géopolitiques que rencontrent l'Europe et le monde entier. La guerre en Ukraine, bien évidemment. Nous voyons aujourd'hui que l'Europe est prise en étau entre les États-Unis et la Chine. Nous avons les nouvelles politiques industrielles. Nous devons nous préparer aux résultats de l'élection présidentielle américaine, quelle qu'elle soit, et puis mettre à jour les règles. Et pour terminer, c'est important, la question du changement climatique est essentielle pour l'humanité et le débat de savoir quel est le rôle que le commerce peut jouer dans cette équation. À bien des égards, l'Union européenne est une superpuissance en matière commerciale parce qu'elle a beaucoup plus d'accords commerciaux que n'importe qui d'autre dans le monde, mais encore faut-il pouvoir les utiliser. Désormais, l'Union européenne, sous la houlette du nouveau commissaire au commerce extérieur, devra montrer que l'autonomie stratégique n'est possible que si vous œuvrez aux côtés de vos amis et vos alliés. Et si vous tirez parti de ces partenariats, ces alliances, rendus possibles par les accords commerciaux. Ici, dans cette salle, nous ne sommes pas sans savoir que le commerce est un facteur d'unité. Outre l'investissement, la croissance et la création d'emplois, il y a aussi de nouvelles perspectives de coopération qui se dessinent dans toute une palette de domaines. Or, ces possibilités, ces liens doivent être mis à profit plus largement pour montrer que le commerce peut être durable. C'est la raison pour laquelle nous devons nous baser sur les accords de libre-échange existants et boucler ce qui reste encore. Bien sûr, je pense à celui avec le Mercosur, mais aussi mettre la dernière touche aux négociations avec l'Australie, avec l'Indonésie et poursuivre les négociations actuelles avec l'Inde. L'UE doit aussi réfléchir plus largement. Dans d'autres régions du monde, le débat est un petit peu différent de celui qui a lieu aux États-Unis et dans l'Union européenne. Dans l'Indo-Pacifique, nous avons le CTEPP, encore un acronyme, qui évolue pour devenir une coopération assez dynamique. À mon avis, l'Union européenne devrait au moins essayer de s'aligner et de rechercher les voies de la coopération. C'est une instance qui a sa propre dynamique et qui ses propres règles et qui essaye de mettre en avant l'idée de commerce durable. C'est un groupe de 12 pays ou membres. Le Royaume-Uni vient de s'y associer et de nombreux pays, avec la Chine et d'autres, qui ont envoyé leur demande d'adhésion. Cela permettrait à l'Union européenne de contribuer encore à l'élaboration de ces règles et de ces systèmes commerciaux dans le monde entier. Dans cette partie du monde, mais il faudra également faire pression sur les États-Unis parce qu'ils seront absents sans cela, alors même que c'était une idée venant des États-Unis au départ.
que va-t-il se passer aux États-Unis au cours des prochains mois? Mais quel que soit le résultat, quel que soit le prochain président des États-Unis, il va bien falloir que l'Union européenne s'y adapte. Les États-Unis sont un partenaire, mais il est possible que l'interaction avec l'Union européenne soit limitée pendant quelque temps. Il se peut très bien que des droits de douane importants soient imposés à l'Europe et à d'autres régions du monde pendant ce temps. Il va falloir coopérer sur le contrôle des exportations, le contrôle de la conformité, etc. etc. C'est très bien, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Tous les 2 ans, tous les 4 ans, eh bien, on peut avoir un moment où cette possibilité de coopération est limitée. L'Union européenne est en conflit avec la Chine également. Nous avons les tout derniers droits de douane sur les véhicules électriques ou encore d'autres différents commerciaux et sur le plan géopolitique qui sont bien présents. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'éviter une escalade de ces conflits. Nous n'avons pas besoin de plus de guerre commerciale, mais il faut aussi s'opposer à un état des choses qui serait inacceptable et injuste. L'Union européenne doit se doter d'une politique commerciale crédible et créer des partenariats avec d'autres partenaires que uniquement la Chine et les États-Unis. Que cela signifie-t-il pour l'OMC? On a l'habitude d'entendre des reproches adressés à l'Union européenne qui, soi-disant, se désintéresserait de l'OMC. Je pense que ce n'est pas juste. Nous souhaiterions, au contraire, que l'OMC se réforme, se modernise et que nous puissions être un acteur dynamique. Nous avons pris l'initiative de créer une instance ad hoc de résolution de règlement des différends. Bien évidemment, ce n'est qu'une mesure palliative pour laquelle il faut travailler avec d'autres partenaires. Je pense maintenant qu'il faut s'adresser à tous ceux qui sont animés d'une bonne volonté, quelle que soit la taille d'un pays, quel que soit un pays du Nord, pays du Sud, pour voir ce qui est possible. Nous ne pourrons pas faire tout comme avec une baguette magique, mais nous pourrons quand même œuvrer dans le bon sens avec les ambassadeurs qui sont là. Ce qui est très urgent, outre trouver une solution à l'organe d'appel, c'est de trouver comment traiter d'un côté les subventions et d'un autre côté la nécessité d'un commerce plus écologique. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une bonne subvention et une mauvaise subvention. J'ai bien conscience qu'il existe déjà des règles, mais encore faut-il adapter et préciser ces règles de manière plus adaptée. Et cela doit se faire en coopération avec d'autres organisations internationales. Pour le commerce écologique, là encore, le commerce peut être un outil absolument formidable pour parvenir à l'objectif de zéro émission et la neutralité carbone, mais il faut le faire en faisant très attention. Il y a différentes manières de réduire les émissions de carbone. Il y a 37 juridictions différentes. Il faut que le monde entier puisse s'adapter à cela. Il y a d'autres initiatives qui ont cours à l'OMC, les négociations plurilatérales. Certaines d'entre elles ne vont pas très vite. Cela a conduit différents acteurs sur le continent asiatique, mais aussi en Amérique latine, à prendre leurs propres initiatives sur la question des marchandises et des services. Ce sont, si vous voulez, des mini-plurilatérales, mais qui se font conformément aux règles de l'OMC. Peut-être que c'est une manière de trouver une autre voie et insuffler un nouveau dynamisme à l'OMC. Je crois que l'Union européenne a tout intérêt à s'associer à cela. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est essentiel. Il faut défendre l'idée du commerce. Ici, on prêche à des convertis, mais à l'extérieur, commerce est devenu un gros mot. Et là, je crois que les décideurs politiques, les universitaires, les dirigeants que nous sommes ici dans cette salle, nous avons tous une responsabilité de nous opposer à ce discours. Merci. Thank you for that, Cécile. Thank you. Merci, Madame Malmström. Permettez-moi de souligner que l'Union européenne, c'est une constellation de ces États qui sont de taille moyenne et qui sont de la majorité silencieuse aussi. Donc, lorsque vous parlez de l'Union européenne, et vous êtes bien placé pour en parler, c'est en fait un bon exemple d'une coalition de pays qui partagent les mêmes aspirations. Je vais maintenant donner la parole à Marie, si vous voulez bien allumer votre micro. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Adam, j'ai oublié de vous donner la parole. Alors, Adam, qui est mon chef à l'Institut Peterson, a la parole maintenant. Adam, c'est à vous. Merci, Richard.
Alors, même, c'est vrai que la directrice générale a été très éloquente et aimable à mon égard, mais c'est vrai que je voudrais quand même vous remercier tous de vos aimables paroles à l'endroit de l'Institut Peterson. Je pense que cela montre à quel point c'est important d'avoir des institutions qui soient transparentes et qui soient fonctionnelles, enfin toutes les qualités que montre aujourd'hui l'OMC et sa directrice générale. Donc je suis très fier d'être ici avec mes collègues pour réfléchir ensemble et appuyer les efforts d'une dirigeante qui rassemble de nombreuses qualités intellectuelles et autres. Alors, en parlant de dirigeance, c'est moi l'Américain de service ici, assis à la tribune avec mon collègue Jason Furman. Il y a aussi Alan Wolf et d'autres ressortissants des États-Unis. Alors, je crois que ça vient de Thomas Paine. D'autres disent que ça vient de George Patton. Mais on a l'habitude de dire aux États-Unis, soit vous dirigez, soit vous suivez, soit vous n'avez rien à faire là. Donc je pense qu'il est temps que les États tiers s'adressent aux États-Unis et à la Chine en disant, là, vous n'êtes ni en train de diriger ni de suivre, alors débarrassez le plancher. Mais je suis en train de dire cela en ayant conscience de ce que je dis. Je pense maintenant que nous sommes à l'aube d'une époque qui est celle des États tiers. Il se peut que ce soit des États de différentes tailles, l'Union européenne, Singapour, l'Irlande, le Kenya, et j'en passe. N'oubliez pas que vous avez une voix à faire entendre et vous avez un rôle à jouer. Et si on veut être ambitieux, je pense qu'il y a de nombreuses modalités avec lesquelles l'OMC peut travailler avec ces nations tierces. Et comme l'a dit la directrice générale, ce qui compte, c'est l'objectif et le résultat. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est que l'OMC se concentre sur 3 volets de sa mission. Ce faisant, c'est mon avis. Alors, ça recoupe ce qu'ont déjà dit mes collègues, d'ailleurs les 3 collègues qui ont pris la parole avant moi. D'abord, il faut insister pour dire que ce que vous faites, c'est un service. Vous êtes un service fourni aux membres qui inclut le règlement des différends, mais ce n'est pas que le règlement des différends. Et lorsqu'on parle de règlement des différends, il ne s'agit pas que de rendre un jugement. Comme l'ont dit la directrice générale et d'autres à maintes reprises, et c'est la même chose dans le cas des divorces, dans les cas des contrats commerciaux, ce n'est pas soit je suis d'accord, soit j'attaque en appel. Parfois, il y a aussi arbitrage, il y a facilitation. Et je pense que l'OMC a véritablement un rôle à jouer pour continuer à faire cela. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On a vu avec la publication du rapport mondial sur le commerce, aujourd'hui, il y a énormément d'études qu'on peut faire. Ensuite, autre chose qui peut paraître paradoxale, mais je pense que l'OMC doit encourager les négociations multilatérales dans l'esprit multilatéral. Et j'en reviens à cette notion de coopération et de système fondé sur les règles mentionnée par Annabelle et Jiaojun. Lorsqu'on parle d'action constructive, alors on pense aux initiatives conjointes ou aux autres accords qui sont conclus dans la mesure où l'appui et l'engagement de l'OMC permet à ces accords d'être plus ouverts, d'être mieux ficelés, mieux fondés sur des règles, plus transparents. Eh bien, à cette condition-là, c'est gagnant pour tout le monde. Alors, je ne dis pas que l'OMC est intouchable, mais il ne faudrait pas accepter que l'OMC soit menacé. Si dans 2, 3, 4 ans, l'OMC n'est plus appelé à faire cela, eh bien, ce serait un problème. Donc voilà comment revenir sur le droit chemin. Je suis désolé, je suis en train de regarder mes notes, je ne suis pas en train de jouer sur mon téléphone. Alors, c'est là qu'intervient l'Institut Peterson. Nous, on a toujours insisté sur le lourd tribut que l'on payerait s'il y avait fragmentation du commerce.
Ça, c'est une question qui passe souvent un petit peu sous les radars, beaucoup plus que dans d'autres domaines. Alors, il y a des collègues comme Simon qui font un excellent travail, mais je crois que l'OMC a véritablement un rôle à jouer pour insister sur cet argument. Je pense, et là, peut-être que j'ai un avis différent de celui qui est généralement avancé à l'OMC, peut-être qu'il faudrait rétrécir le champ. Parfois, il y a une multitude de nouveaux sujets, le numérique, l'écologie, etc. Mais je pense qu'à chaque fois que l'OMC embrasse un nouveau sujet, au lieu de se concentrer sur le commerce stricto sensu et le processus, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je le fais pour avoir une place autour de la table ou bien est-ce que je le fais pour pouvoir dire que je le fais, que je m'occupe du numérique, de l'écologie, etc. Et est-ce que je le fais vraiment? Je pense qu'il y a de nombreux domaines dans lesquels l'OMC peut vraiment apporter quelque chose, et je pense par exemple au commerce numérique, mais je voudrais quand même souligner une chose, il ne faut pas reproduire les erreurs faites par le FMI, la Banque mondiale et d'autres organisations qui, par défaut, estiment devoir être présentes autour de toutes les tables et, au bout du compte, cela dissout leur effort par rapport à leur mandat initial. Pour conclure, je voulais revenir quelques instants sur les États-Unis. Comme Cécilia, non, pardon, c'est aussi Marie qui, non, Annabelle, enfin, finalement, vous avez été nombreux à avoir été en politique. Alors, les élections ont véritablement des répercussions. Ne me citez pas lorsque je dis ça. C'est le cas aux États-Unis aussi. Alors, moi, j'ai quand même quelques espoirs. Excusez-moi, ça, c'était le chronomètre. Alors, que ce soit dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, peut-être pas au-delà, je pense que les États-Unis vont revenir à la mondialisation et au commerce et au multilatéralisme de manière importante. Évidemment, si c'est Kamala Harris qui l'emporte, ce sera plutôt dans 2 ans, et c'est moins probable si c'est Trump qui gagne. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner. Et il ne faut pas avoir peur de construire un système sans les États-Unis. Traiter les États-Unis de la même manière que vos États-nations ont été traités par le passé. C'est-à-dire, bon, on vous a dit, on a créé un club, vous souhaitez y rentrer? Eh bien, à ce moment-là, il faut que vous fassiez des efforts de réforme les plus importants possibles pour y rentrer. C'est un petit peu ce qu'on a dit à la Chine quand elle est rentrée. Alors, créer un système comme le CTTPP, où les États-Unis seraient en retard et devraient rattraper le rythme, eh bien, ce serait la manière la plus pacifique de nous forcer à revenir. Alors, je pense que si vous faites la bonne chose, vous vous en féliciterez par la suite. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Je vous remercie, Adam. Alors, je ne vais pas me risquer à résumer cela. Non, je pense que ça sera un peu difficile, effectivement. Mais je pense que tout à l'heure, on saisira cette perche que nous avait tendue avec cette logique. Il faut soit diriger, soit suivre, soit se retirer de l'équation. Madame la ministre Pangetsu, vous avez la parole. Merci Richard, je suis très heureuse d'être de retour à l'OMC. L'OMC au sein de laquelle nous avons passé des années, des heures de travail à négocier dans cette même salle, et je suis très heureuse de revoir la directrice générale, Madame Ngozi, et de participer à cette table ronde de très haut niveau. Et je me suis dit que j'allais peut-être vous apporter l'éclairage de l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, et vous décrire comment nous voyons la suite des opérations en reprenant ce qu'ont dit mes collègues, en reprenant cette logique diriger, suivre ou disparaître. Et puis la nécessité de passer à l'action. Bon, je pense que effectivement, les États-Unis reviendront avec leur leadership, que ce soit dans 2 ans, 4 ans, 6 ans, on peut jouer à devinette. Mais je pense que, quelle que soit l'issue de l'élection, ça ne va pas faire disparaître les tensions entre les États-Unis et la Chine. On continuera à avoir ce lien entre l'économie, la sécurité et la technologie. Ça, je pense que c'est une constante. Et c'est important que les pays qui ne font pas partie de ce G2, ces puissances intermédiaires, continuent à insister sur ce processus qui consiste à maintenir cet ordre international fondé sur des règles en
ayant bien conscience des liens et des défis entre ces différentes composantes. Voilà comment nous voyons les choses en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, et voilà comment nous essayons de procéder. Quelle est la solution? Eh bien, c'est ce que j'appelle l'incrémentalisme constructif. Alors, ça fait plus chic que de dire continuer à pédaler en vélo, comme disait quelqu'un de célèbre. Donc, c'est un processus multiple dans lequel l'OMC a sa place. Pourquoi devrions-nous appeler les puissances moyennes à continuer ce processus? C'est bien d'abord parce qu'il faut étudier ce lien entre technologie, sécurité et économie. Il faut mieux définir ce que l'on appelle la high fence, la clôture élevée. Et ce que disait Annabelle, il faut montrer à quel point le commerce joue un rôle pour le développement. En Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, nous sommes particulièrement bien placés pour savoir cela, puisque nous avons pu sortir énormément de personnes de la pauvreté grâce au système commercial fondé sur des règles et ouvert. Nous devons faire face à la fragmentation. Qu'est-ce que ça signifie des chaînes d'approvisionnement résilientes? C'est un sujet qu'il faut définir. Nous devons mobiliser les uns et les autres, et nous devons nous y retrouver au sein de ces différentes instances pour que cela donne quelque chose. Maintenant, je voudrais vous proposer 6 idées. D'abord, comment gérer le lien entre le commerce et la sécurité? Comment définir le petit jardin et la clôture élevée? Dans le contexte du règlement des différends à l'OMC, nous avons eu des affaires dans lesquelles les États-Unis étaient incriminés pour avoir allégué l'article 21, enfreint l'article 21 sur la sécurité nationale. Donc, la question reste entière alors que nous sommes en train de discuter de la réforme du règlement des différends. Il faut vraiment que cette réforme aboutisse parce que sinon cela disparaîtra dans l'espace intersidéral et ce serait une très mauvaise nouvelle pour les autres pays parce que sinon cela voudrait dire à tous les pays en fait on peut faire comme les États-Unis, laisser la question traîner et puis finalement ça ne donne rien. Alors comment définir les exceptions de sécurité de l'article 21? Ça c'est important. Autre chose, une suggestion qu'avait dit Bernard Hoffman et d'autres, il fallait créer une nouvelle plateforme de politique commerciale où l'exercice ce serait le suivant. Les gouvernements qui veulent invoquer une exception au titre de la sécurité nationale devraient pouvoir se justifier face aux questions des autres par rapport à tel ou tel objectif ou conséquences inattendues. Bon, c'est une suggestion. Troisième idée, codifier et prendre position sur les exceptions liées à la sécurité nationale dans les accords régionaux. Alors, peut-être que ce serait des éléments constitutifs d'un système plus large avec le CTEPP ou bien peut-être de manière non contraignante à l'APEC ou dans d'autres instances. Ensuite, comment faire en sorte que le commerce et les investissements restent un régime ouvert? D'abord, le programme de réforme de l'OMC, c'est une réponse. Comment faire en sorte que l'OMC continue à s'acquitter de sa mission? Fit for purpose, c'est ce qu'on dit habituellement. Et comme l'a dit notre collègue, les puissances moyennes doivent continuer à pérenniser cet élan, qu'il y ait des résultats, des réunions à l'OMC, et qu'on puisse poursuivre le programme de réforme sur la question du règlement des différends et les autres sujets. Moi, je pense que les subventions, c'est très important. Lorsque j'étais à la banque, on travaillait avec l'OMC, l'OCDE et le FMI encore sur cette question. Alors, je crois qu'il faut prendre à bras-le-corps cette question des subventions parce qu'on ne pourra le faire que sur le plan multilatéral. Nous avons à faire davantage. Évidemment, il n'y a pas de solution qui soit universelle, donc il faut réfléchir de manière globale. Il y a les puissances de taille modeste, de taille plus grande ou de taille intermédiaire. Et pour le reste, je suis d'accord. Pour les accords plurilatéraux, nous avions ce qui était plurilatéral, mais ce qui n'était pas forcément le FMI. Nous avons l'ITA et un groupe de pays qui venaient à l'OMC pour les négociations. Et maintenant, nous avons plusieurs accords plurilatéraux
pas que l'ATI, on a l'accord pour la facilitation. Bon, on a aussi l'accord sur le commerce électronique. Je pense que là, c'est achevé. Et celui relatif aux services. Mais ce ne sont pas encore des accords OMC. Et c'est là qu'il faut intervenir pour savoir comment rendre ces accords des accords OMC. Et puis les cadres plurilatéraux en miroir de l'OMC. Nous avons parlé du MPIA qui a déjà 53 membres de l'OMC, Union européenne, Canada, Chine, des pays de l'ASEAN, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, et nous avons déjà 4 différents qui concernent la Chine, un pour la Colombie et puis certains pays européens. Voilà pour l'AMPA, l'arrangement multipartite de procédure arbitrale d'appel provisoire. Et donc, on veut davantage de pays d'Asie et puis ensuite d'autres idées pour continuer d'avancer, des accords bilatéraux, des arrangements régionaux, car bon, c'est le concept en vogue, les accords régionaux comme en Asie de l'Est. Nous avons le partenariat complet et puis le CTPTP. Mais là, on traite davantage de questions que ce qui est traité par l'OMC. Donc, ce pourrait être un début, mais il faut fixer des priorités pour les accords régionaux, car c'est une partie de la réponse si l'on veut refaçonner cette chaîne de valeur régionale, sachant que rien n'est fermé. C'est ouvert quand on parle de régionalisme entre guillemets. Voilà très concrètement quelques idées pour tenter d'avancer. Merci. On nous parle de ces puissances de taille moyenne qui peuvent peut-être montrer la voie. Nous avons eu plusieurs suggestions. Xiaoxi nous parle de majorité silencieuse et de la nécessité de continuer d'aller de l'avant. Et puis le régionalisme, des initiatives conjointes. Nous avons entendu Adam, le multilatéralisme, et puis cet esprit du plurilatéralisme, enfin les accords plurilatéraux. Bon, vous savez, je suis dans ce domaine depuis longtemps, mais je n'avais pas entendu ce concept, cet esprit des accords plurilatéraux au sein du multilatéralisme. Bref, pour un deuxième tour de table, comment faire en sorte que l'on continue d'avancer, puisque l'on parle de majorité silencieuse, de puissance de taille moyenne. Vous avez donné un certain nombre d'exemples, mais essayons de passer le tout en revue. Annabelle, Cécilia, Marie, simplement pour élargir la discussion. Annabelle, si vous voulez bien être dans le concret, parce que c'est l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'Inde, pour ne pas la mentionner. Une superpuissance. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que l'Inde peut s'imbriquer dans cette nouvelle vision? Alors, Union européenne, une puissance de taille intermédiaire, mais bon, Annabelle. Alors, je vais peut-être laisser Adam répondre à cette question sur l'Inde. Moi, je vais parler d'Amérique latine. Pour l'Amérique latine, pour les Caraïbes, nous avons des pays qui ont besoin de commerce. C'est important pour la croissance de la productivité, pour l'innovation notamment. Mais le monde a aussi besoin des pays d'Amérique latine, parce que l'Amérique latine, c'est important pour la sécurité alimentaire, 8,3 milliards de personnes. Et puis, c'est important pour la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité. C'est aussi 20% des minéraux critiques. Et c'est important pour la résilience et la diversification des chaînes d'approvisionnement.
Donc, si nous avons cette fragmentation économique, c'est préjudiciable pour la région. Et c'est pourquoi nous avons un groupe de pays qui agissent au sein de l'OMC. Je vais vous donner quelques exemples de la manière dont on procède et dont on pourrait procéder à mon sens. Les pays d'Amérique latine et des Caraïbes lancent des initiatives conjointes. Le Chili, qui coparraine l'initiative pour la facilitation de l'investissement. Nous avons aussi les comités régionaux. Ils proposent de nouvelles idées pour l'agriculture, par exemple. Ils sont très actifs sur la mise en place de coalitions, et notamment ce qui est mis en place par l'Union européenne pour l'AMPA et le changement climatique. Mais on peut faire plus que cela. On peut faire davantage et présenter des initiatives pertinentes pour les pays en développement. Par exemple, la sécurité alimentaire, très importante. Pour cette maison aussi, il faut des feuilles de route pour aborder ces mesures telles que les subventions qui ont des effets de distorsion sur le commerce et pour participer à des négociations sur certains secteurs, commerce numérique par exemple. Et enfin, il est important que la région, même si elle avance, nous avons quand même 38% de la population dans la pauvreté. Donc, il faut des mesures qui ciblent les besoins particuliers des groupes désavantagés. Merci. Merci beaucoup. Cécile. Cécilia, si vous voulez bien nous donner des exemples concrets. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. L'Union européenne poursuivra ses politiques commerciales, des accords régionaux ou alors bilatéraux, mais elle a un rôle important à jouer et elle essaie de le jouer. Mais elle essaie de faire davantage encore avec les pays qui partagent la même position. Nous avons la MPA qui compte plusieurs membres et qui fonctionne. Alors, pourquoi ne pas en faire un accord plurilatéral? Maintenant, si les États-Unis ne veulent pas s'y rallier, soit nous avons suffisamment de pays et on peut voir ce qu'il est possible de faire. Parce que c'est l'idée, on veut un mécanisme pour faire respecter les règles avec un organe d'appel. Bon, je sais, on avance lentement, mais on avance. En tout cas, en attendant, essayons de faire de cet arrangement un accord plurilatéral et peut-être que des pays d'Asie pourraient s'y rallier parce que encore une fois, ce n'est pas en concurrence de l'OMC. Nous avons les règles de l'OMC. On essaie d'avoir des règles qui fonctionnent lorsque les autres ne fonctionnent pas. Voilà pour la MPA. Et pour la facilitation de l'investissement, le commerce numérique, voyons ce qu'il est possible de faire. Maintenant, si on ne peut pas rallier tout le monde, eh bien, voyons si l'on peut avancer avec ceux qui en sont d'accord. Et puis la question des subventions, vous l'avez dit. D'ailleurs, ça ne concerne pas que l'OMC, mais ça suscite pas mal de tensions. Nous avons de bonnes subventions. Il faut parfois des subventions en temps de transition, mais c'est vrai qu'il faut éviter les tensions au sein d'un même pays, mais aussi entre le sud global et le nord global. Donc il faut en discuter, il faut que les pays puissent s'engager et adhèrent à tel ou tel principe, même si on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Voilà. Donc, essayons d'être positifs quand même. Il est possible de faire quelque chose. Maintenant, s'il n'est pas possible de rallier tout le monde, eh bien, que ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre ne nous rejoignent pas. Maintenant, la Chine peut nous dire non, écoutez, non, nous ne voulons pas en être. D'accord, mais enfin, nous devons d'avancer si nous voulons faire avancer cette organisation et si nous voulons fixer des règles pour relever les défis d'ordre commercial. Merci. Now, at the danger of this moving away from all the happy. Bon, au risque de nous éloigner de ces bonnes paroles, est-ce que nous parlons
de cette notion d'accord plurilatéral dans un contexte multilatéral ou au sens multilatéral. Mais oui, écoutez, au quotidien, on voit pour la Chine, pour l'Inde, cette question de la compatibilité OMC. Je crois qu'il est possible de plaider pour cela. La plupart des économistes se rejoignent là-dessus. Maintenant, fixer un prix pour le carbone, c'est bon pour la neutralité carbone. Maintenant, nous avons plusieurs types de juridictions. Il peut y avoir compatibilité, mais pas vraiment, pas encore. Nous avons un monde en développement qui ne peut pas respecter toutes ces réglementations. Et puis, si on part du devoir de diligence ou de déboisement, même si ça fait sens, discuter de tout cela ici, voir comment s'engager sans pour autant susciter des conflits qui ne seraient pas nécessaires. Bon, nous avons quand même signé les accords de Paris. Nous avons cette ambition de zéro émission. Mais enfin, essayons d'en discuter. Bon, on peut en discuter ici ou ailleurs. L'important, c'est d'essayer d'avancer. Merci beaucoup. Et je me tourne vers Marie. Marie, vous nous avez fait pas mal de suggestions. Mais bon, vous savez, pour la reine de l'OMC, bon, il va falloir une reine, mais aussi un roi. Que prévoyons-nous comme initiative? Quelle nouvelle initiative pour que l'organisation reste pertinente pour la majorité silencieuse aussi? Je suis désolée de vous mettre ainsi sur le grill, mais est-ce que je peux répondre comme je le souhaite? Mais oui, c'est vous la reine, donc bon, commerce électronique ou numérique? Numérique, c'est plus vaste. Et c'est là la difficulté. Justement, on ne souhaite pas que le monde soit divisé en fonction des technologies 5G, 6G ou l'IA. Vous savez que l'on en parle beaucoup à l'heure actuelle, mais il faut en discuter à l'échelon multilatéral. Maintenant, le climat, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez un accord plurilatéral sur le climat? Ou alors, est-ce que le commerce, est-ce que nous avons cette interaction entre commerce et climat? C'est important pour les pays en développement. Et puis, nous ne voulons pas que ce qui est mis en place soit perçu comme étant quelque chose de protectionniste, comme pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et pour ce faire, il faut des capacités parce que les pays en développement, bon, vous avez le CBAM, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais comment aller de tel niveau à tel autre niveau? C'est la question qui se pose pour les pays en développement. Et puis, comment aller plus loin aussi? Donc là, nous avons tout un domaine d'investigation. Et il faut que chacun y voit au chapitre et trouve sa place lors des négociations. Annabelle, durabilité et commerce, économie circulaire, plastique, combustible. On peut discuter de tout cela. Et nous avons ces discussions à l'OMC, mais il faut peut-être des initiatives conjointes et les déclarations qui s'y rattachent. Oui, mais alors, est-ce que vous parlez du niveau ministériel? Bon, vous savez, on a aussi le niveau du Conseil général. Mais oui, ça peut se faire au niveau ministériel aussi. Si vous me permettez, nous parlons souvent de négociations, mais nous avons aussi les processus qui peuvent donner des résultats. Les pays en développement
bon, vous savez, si vous voulez instaurer la confiance, il faut savoir de quoi l'on parle. Si l'on parle de commerce et d'environnement, question de Singapour, quoi, c'était en 1996. Bon, vous aviez cette réaction de recul. Et puis les rapports relatifs au commerce de l'OMC. Il faut simplement instaurer la confiance avant même d'envisager les négociations. Effectivement, tout à fait juste. Il nous reste près de 10 minutes. Je voudrais donner la parole à Xiaoshung. Si vous en êtes d'accord, alors pour réfléchir au message. Vous parlez de majorité silencieuse, de puissance de taille intermédiaire, mais comment aller de l'avant? Je vous remercie. Je crois que la discussion était extrêmement intéressante. Alors, je vais répondre à ce que j'ai entendu, un petit peu défendre mon point de vue. Alors, on a dit il faut diriger, suivre ou disparaître. Je ne pense pas que la Chine va disparaître, jamais, parce que la Chine est un fervent partisan du système commercial multilatéral. D'ailleurs, quand vous regardez l'historique de la Chine à l'OMC, en fait, la Chine a adhéré à toutes les initiatives de libéralisation des échanges. Nous avons adhéré à l'AMPA, nous avons également adhéré à toutes les initiatives plurilatérales. Et en fait, il y a deux initiatives conjointes, facilitation des investissements et dialogue sur les plastiques, dont l'initiative a été prise par la Chine et quelques autres pays en développement. Donc je pense maintenant que les pays en développement doivent faire entendre leur voix et faire entendre leurs intérêts, leurs positions. Il va falloir que ce vide de leadership soit rempli à l'OMC. Je ne peux qu'abonder, dans le sens de Mme Mellström, sur les questions telles que le CBAN. Alors, on a entendu le CCI il y a quelques jours qui disait que les membres de l'OMC devraient résoudre leurs frictions commerciales par le biais du système commercial multilatéral. Je crois que c'est important d'écouter, de suivre la voie de la communauté des affaires. Et pour terminer, c'est le cas au moins pour moi, personnellement, je pense que c'est le cas pour la Chine. Je ne crois pas que la Chine puisse vraiment influencer la politique nationale, que ce soit des États-Unis ou de l'Union européenne. Par contre, ce que peut faire la Chine, c'est plusieurs choses. D'abord, garder son économie, son régime commercial ouvert. Deuxièmement, continuer à appuyer le système commercial multilatéral pour l'aider à s'acquitter de sa mission. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Adam pour quelques observations. Ensuite, nous ouvrirons la discussion. Normalement, j'avais prévu un troisième tour de parole. Je ne sais pas si on va y arriver. Peut-être que si vous voulez encore faire une petite remarque de conclusion de 2 minutes, pas beaucoup plus, après l'intervention d'Adam, vous pourriez réfléchir entre-temps. Adam, c'est à vous. Merci, Richard. Tout d'abord, nous avons essayé d'avoir un représentant de l'Inde à cette tribune. Ça n'a pas fonctionné. Deuxièmement, pour répondre assez brièvement à mon collègue, le professeur Yi, la Chine peut être aux commandes et je serais très heureux que la Chine soit aux commandes. Et pour cela, moi je proposerais 3 choses spécifiques dès le départ. D'abord, arrêter de s'auto-déclarer pays en développement. Deuxièmement, proposer quelque chose de constructif sur les préoccupations exagérées et néanmoins réelles sur les questions automobiles plutôt que de nier le fait que c'est un problème. Et troisièmement,
proposer une proposition constructive sur... Ça me permet d'embrayer sur ce que disait Annabelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cadre raisonnable pour la diversification des chaînes d'approvisionnement. Tout cela, la Chine a les moyens de le faire, a la richesse pour le faire, la taille de l'économie pour le faire, le leadership. Ce n'est pas que avancer telle ou telle chose, c'est avancer telle ou telle chose dans l'esprit multilatéral de l'OMC, et la Chine peut tout à fait le faire. Et si, dans cet esprit, la Chine pouvait interpeller les États-Unis sur ces failles, eh bien, ce serait formidable. Voilà. Il y a pas mal de choses déjà assez précises qui ont été bien décrites par mes collègues, Annabelle, Marie et Cécilia. Je ne veux mettre personne sur la sellette, mais en fait, nous, on aurait dû rester plutôt muets, puisqu'on voulait que ce soit les puissances moyennes qui soient à l'avant-garde. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu énormément d'aspirations dans le contexte des plurilatérales à l'OMC. Il y a le règlement des différends, et je pense que les deux choses les plus importantes qu'il faut traiter, ce sont les subventions et les exceptions de sécurité nationale. Après, comme le disait Richard, le reste, ce sera faire en sorte que la mondialisation se poursuive alors que la donne géopolitique se dégrade. Je pense que c'est possible. Mais si on pouvait d'abord traiter ces deux dossiers, je crois qu'on se faciliterait énormément la tâche. Comment ? Exactement. Eh bien, je crois que Cécilia est bien placée pour le savoir. Je crois que c'était en 2018, la ministérielle de Buenos Aires, n'est-ce pas? Non, 17. Là, il y a eu des négociations, qui n'étaient pas officielles, entre le Japon, l'Union européenne et les États-Unis pour établir un code des subventions. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de nation tierce, mais s'il y avait eu des propositions à l'époque, de but en blanc, eh bien, nous aurions pu éviter quand même pas mal de problèmes. Et je crois que ces propositions sont toujours disponibles quelque part. En fait, le fond de ce qui est proposé aujourd'hui n'a pas beaucoup changé, donc je ne voudrais pas être désagréable envers la Chine, ni l'Inde, ni personne, mais je pense que, comme on l'a dit, si on veut créer quelque chose, bon, si on présente les choses en disant tout le monde le fait sauf tel et tel pays, à ce moment-là, le pays en question va finir par y adhérer. C'est le cas pour les États-Unis comme pour la Chine. Alors, comme l'ont dit Annabelle et Shang-Chun, je pense que les États-Unis, s'ils ont un tort particulier, c'est comme l'a dit Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, c'est l'image du petit jardin avec une haute muraille autour. Donc, je pense que si ils avaient pu, il n'a jamais précisé exactement ce qu'ils entendaient par là. En fait, les murs, on ne les voit pas bien. En fait, quand vous le traversez, on vous tire dessus, mais vous ne les voyez quand même pas. Donc ça, c'est assez irresponsable. C'est toujours vague, cette notion. En fait, si les États-Unis ne le font pas, et je les appelle à le faire, mais si les États-Unis ne le font pas, moi, je vous propose de créer quelque chose qui serait un indice de dépendance de vulnérable qui serait transparent et reproductible, que ce soit pour les avions, les structures d'avions, Airbus, la Chine, tout le monde, quel que soit le domaine. Faites une liste assez limitée qui permettrait à tout le monde de la faire sienne. Ce serait loin d'être parfait, mais ce serait beaucoup mieux qu'un jardin bien gardé, mais avec des murs invisibles. Je vous remercie. Alors, je vais un petit peu abuser de mon pouvoir en tant que président pour faire quelques remarques. D'abord, l'idée selon laquelle les puissances moyennes sont importantes, ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici. Lorsqu'on essayait de boucler le cycle de Doha, c'était bel et bien les puissances moyennes qui, bien souvent, sont sorties du bois pour essayer de trouver une solution. La Colombie, la Suisse, le Chili, Singapour, ils ont été assez nombreux.
Et cela a eu énormément de répercussions. Pourquoi? Parce que pour lancer un élan, c'est assez différent que empêcher un président de lancer la discussion à une réunion. Bon, une fois que la balle est lancée, personne ne peut vraiment l'arrêter, parce que de toute façon, le débat a lieu. Deuxième chose, sur les subventions. Annabelle et Adam en ont parlé. Je pense qu'il faut que les règles soient différentes. Sauver le climat, cela nécessitera une transformation de l'industrie, mais il faudrait que ça aille plus vite que seulement selon les forces du marché. Donc là, il faudra des interventions politiques qui auront des effets sur le commerce. C'est nécessaire. Par contre, il faut se mettre d'accord sur ce que cela signifie. Parce qu'une fois qu'un pays s'y lance, les autres pays le font aussi. Donc je pense que là, c'est un sujet énorme. Alors, les subventions, ce n'est pas non plus un sujet nouveau à l'OMC, ce n'est pas un sujet tabou. Parce que, par exemple, les subventions pour la recherche et le développement, c'est possible, mais il faut discuter de ce sont les bonnes et les mauvaises subventions. Et puis, pour terminer, je crois qu'il faut revoir un petit peu l'envergure de ce qu'on appelle sécurité nationale. Bon, comme le disait Adam, il faudrait que la muraille soit visible, même si elle est électrifiée. Je pense que maintenant, il faut réfléchir à la sécurité nationale. C'était après la guerre, on avait quelque chose qui était peut-être pas aussi sensible. C'était un peu le bouton nucléaire que personne n'oserait jamais utiliser, mais finalement, quelqu'un l'a fait. Aujourd'hui, c'est très différent. Alors maintenant, il faut vraiment se pencher sur ce que ça veut vraiment dire, quelles en sont les limites. C'est un petit peu comme pour les subventions. Il faut discuter de ce que sont ces différents critères. Et c'est quoi une subvention? Qu'est-ce qui n'est pas une subvention? Nous avons réussi à nous doter d'un système assez sophistiqué pour rendre des avis sur des questions extrêmement complexes sur le plan commercial et trancher des différends, mais on ne l'a pas pour la sécurité nationale. Donc, ce serait peut-être quelque chose auquel il faut s'attaquer. Je ne sais pas de combien on est en retard. On peut être en retard, 1 minute, 5 minutes. Bon, alors, je vais encore donner la parole à chacun des personnes qui sont à la tribune. Alors, Annabelle, Shaoshong, Cécile, Adam, Marie, et puis je vais clore nos débats donc dans le même ordre. 1 ou 2 minutes de clôture, s'il vous plaît. Merci. Alors, très rapidement, pour reprendre un petit peu l'angle de l'histoire que vous avez proposé, lorsque le cycle d'Uruguay a été inauguré, c'était avec une proposition qu'on appelait la proposition du café au lait, dont les auteurs étaient la Colombie et la Suisse. Donc, vous voyez bien que dès le départ, les pays de taille intermédiaire avaient toute leur importance. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense qu'il faut insuffler à nouveau l'esprit de la coopération économique parmi tous, dire que la politique commerciale, c'est un facteur de croissance, réformer les règles de l'OMC, le commerce international, notamment sur les subventions, les plurilatérales et les nouvelles initiatives qui sous-tendent la croissance. Formidable. Je vous remercie. En fait, c'est la tribune la plus disciplinée que j'ai jamais eue. Shaoshong, c'est à vous. Je voulais dire quelques mots au sujet de la sécurité nationale. Bon, c'est effectivement un gros dossier à l'OMC. Et si on ne traite pas ce dossier, si on ne s'y attaque pas, je pense que l'OMC va devenir quelque chose un petit peu de second plan. Personne ne va prendre l'OMC au sérieux. En fait, lorsqu'on regarde le commerce sous l'angle géopolitique plutôt que l'angle économique, ça change. Et je pense qu'on peut effectivement examiner la question au niveau de la sécurité nationale. C'est un dossier auquel nous devons nous attaquer ici à l'OMC. Et pour terminer, comme le disait Martin Luther King, moi aussi j'ai un rêve. C'est qu'un jour, dans un avenir proche, les grandes économies, y compris les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, puissent travailler ensemble de manière constructive à l'OMC, car nous vivons dans une économie mondiale interdépendante et multipolaire, et nous partageons les mêmes responsabilités. La responsabilité à veiller à ce que l'on puisse stimuler la coopération économique mondiale et laisser aux générations futures un système commercial multilatéral qui fonctionne bien. Merci.
We probably should have closed with that statement, but Bon, il aurait peut-être fallu clore là-dessus, mais oui, j'ai un rêve. Et bon, je reprendrai cela pour clore, justement. Cécilia, je vous en prie, merci. La première édition du forum avait suscité des manifestations contre l'OMC. Nous n'avons pas ces manifestations aujourd'hui, mais cette sensation que l'on a besoin de l'OMC plus que jamais. Nous avons ces questions de sécurité nationale et d'autres. Et pourtant, l'OMC, on la voit comme quelque chose d'utile et on pourrait souhaiter qu'elle soit plus forte. Il y a peut-être un manque de leadership politique. Évidemment, on pourrait penser que les droits de douane, c'est la solution, mais ce n'est pas vrai. Alors, il y a ceux qui ont foi dans la coopération, le multilatéralisme, les règles, dans la capacité de l'OMC à réglementer le commerce pour le bien de tous. Moi, j'espère que ce rêve sera exaucé, mais en attendant, pour ceux d'entre nous qui ont des rêves encore plus grands, essayons de faire ce qu'il est possible de faire. Merci. Adam. Nous avons ces croyances, ces plans d'action, ce qui nous rassemble. Maintenant, il y a aussi les différences qui peuvent nous séparer, mais comme la directrice générale nous l'a dit, l'important, c'est de travailler avec vous et de penser à ceux qui vous regardent. Et c'est un appel à l'action. Nous avons des modérateurs, mais bon, vous n'êtes pas là pour régler tous les problèmes. Vous savez, parfois, même les États-Unis peuvent aider. Et je reviens à ce que disait Cécilia, à ce que disait Annabelle. N'attendez pas un autre cycle, n'attendez pas les États-Unis, la Chine ou l'Union européenne. Et je reviens à ce que disait Richard au début, et c'est Marie qui aura le mot de la fin. La mondialisation n'est pas morte, l'OMC n'est pas morte, le multilatéralisme n'est pas mort. Le commerce est beaucoup plus résilient que ceux qui veulent sa perte. Alors, faire en sorte que le commerce délivre tous ses bienfaits, comme le disait Annabelle au tout début, c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, ne pensez pas en termes, bon, c'est la fin ou le début. Il ne s'agit pas de dire que tout est moribond. L'important, c'est de faire en sorte que les choses se passent mieux et je crois que c'est possible. Merci. Let me go to the theme. Eh bien, j'en viens au thème qui nous occupe, n'est-ce pas? Un meilleur commerce pour un monde meilleur. Un meilleur commerce. Si nous faisons en sorte que la sécurité nationale ou ses considérations l'emportent, beaucoup de pays en développement seront laissés de côté, notamment les plus vulnérables, les plus en difficulté. Et pour moi, c'est là qu'il faut agir. Il faut éviter que cela ne se produise. Ces 30 dernières années, j'ai toujours lutté pour les pays en développement pour qu'ils aient voix au chapitre ici ou ailleurs. D'où mon appel. Il faut travailler de manière constructive, que l'on parle de groupes régionaux, Asie de l'Est, ASEAN pour ma région. Il faut que l'on continue de pédaler, c'est-à-dire que l'on continue d'avancer. Nous avons le programme de Doha avec plusieurs groupes qui se sont fédérés, souvent des pays en développement, mais aussi des pays développés. Ils se sont fédérés autour de tel ou tel
thème et je souhaite conclure là-dessus. Alors évidemment, on peut se fédérer pour dire non, non, ça ne nous intéresse pas. Mais que disiez-vous? Il faut parler vrai et il faut dire, mais nous, pays en développement, ce que nous disons, c'est légitime, c'est valable. Et il ne s'agit pas simplement de dire non de manière systématique. Oui, je sais, je réponds peut-être à la question de manière indirecte, la question que vous avez posée. Mais ce que l'on peut retirer de ce qui se fait à l'ASEAN, c'est justement cela. Nous avons commencé par ce principe du consensus, mais nous nous sommes rendus compte que l'on avance très lentement si on ne s'en tient qu'à cela. Et c'est pourquoi nous avons essayé de voir quels sont ceux qui participent aux négociations, de voir s'ils sont nombreux et ensuite on les attend ou on ne les attend pas pour avancer dans les négociations. J'avais préparé un discours d'une demi-heure. Non, je plaisante. J'ai un rêve. C'est la citation. Nous serons de retour. Si vous êtes là, si vous êtes tous là, c'est parce que cette organisation revêt une grande importance. C'est parce que le commerce est important. Le commerce, c'est source de richesse, source d'opportunités. Le commerce, c'est intéressant et ça n'a rien à voir avec les conflits géopolitiques. Et ça ne changera pas. Et à nous de faire en sorte que le commerce ne soit pas utilisé de manière à ce que tout s'effondre. Il faudra voir combien de temps tout cela va prendre, mais si cette organisation existe, s'il y a des règles qui sont communes à plusieurs pays dans le monde, nous avons les règles du GATT qui sont communes aux pays. Ce n'est pas parce que c'est l'OMC, c'est simplement parce que les pays ont fait ces règles. Et ça, c'est fondamental et ça ne changera pas. Et je crois que c'est là l'essentiel. Ensuite, il faut voir les chiffres. On nous dit que l'OMC est moribonde, mais non, non, pas du tout. Le commerce se porte bien lorsque on a eu des difficultés. C'est parce qu'il y avait des difficultés de financement, mais ça, c'est autre chose. Donc, nous avons un rêve. Donc, suivez-nous, aidez-nous. Sinon, faites autre chose. Merci beaucoup. What? Oh, okay. Let's turn off our mic.